Classification américaine. L'armée marocaine parmi les plus puissantes au monde. Le site américain Insider Monkey, spécialisé dans les classements, a révélé un nouveau classement basé sur des données compilées à partir du rapport de l'indice mondial de puissance de feu de 2024 et de l'indice mondial de l'innovation WIPO pour la même année, classant ainsi les forces armées royales dans la liste des armées régulières les plus puissantes au monde en termes de puissance de feu, l'armée marocaine occupant la 20e place mondiale. L'armée marocaine a obtenu un score de 0,393 selon l'évaluation du site précédemment mentionné, qui a souligné que le total des unités d'artillerie détenues par les forces armées royales s'élève à 1079 unités, précisant que l'arsenal militaire marocain comprend 565 canons automoteurs, 306 canons remorqués, ainsi que plus de 200 lance-roquettes, soulignant en même temps l'approbation de Washington, en avril dernier, de la vente de systèmes de missiles d'artillerie au Royaume dans une affaire d'une valeur de 524 millions de dollars. L'armée marocaine est la seule armée incluse dans la liste pour la région du Maghreb, et la deuxième en Afrique du Nord, et la troisième dans la région arabe. Le classement Insider Monkey a également inclus l'armée égyptienne qui a occupé la 14e place mondiale avec un total d'unités d'artillerie de plus de 4160 unités et un score de 0,422, ainsi que les forces armées royales saoudiennes qui ont occupé la 6e place après avoir obtenu une évaluation de 0,445. Contrairement à ce qui est attendu dans les classements militaires toujours dominés par les États-Unis, la Corée du Sud est arrivée en tête du classement mondial, avec un total de plus de 8630 unités d'artillerie et un score de 0,488. À cet égard, Insider Monkey a souligné que compte tenu de la nature des relations tendues de Séoul avec son voisin nord-coréen, il n'est pas surprenant que la Corée du Sud construise une énorme force terrestre et l'équipe d'un grand stock d'armement, alors que Pyongyang est arrivé en 19e position dans ce classement. L'armée chinoise est arrivée en 2e position dans le monde, selon le même classement, avec un total de 8464 unités d'artillerie, suivi de l'armée américaine qui a occupé la 3e place dans le monde en termes de puissance de feu, tandis que les armées russes et indiennes ont occupé respectivement les 4e et 5e places. Le classement du site spécialisé, qui a également inclus des pays européens tels que l'Ukraine, la Grèce, la Pologne et la Finlande, a pris en considération le nombre total d'unités d'artillerie disponibles pour les armées, ainsi que les capacités technologiques de ces armes, considérant que certains pays possèdent un nombre inférieur d'unités mais sont plus avancés, par rapport à des pays qui ont de grands stocks mais sont équipés d'armements traditionnels et anciens. En présence de l'Algérie, le Conseil de sécurité accorde une session spéciale sur le Sahara. La présidence maltaise du Conseil de sécurité a réservé une seule séance à la question du Sahara, prévue le 16 avril. Une réunion, à huis clos, qui sera marquée par les briefings signés par l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, et le chef de la MINURSO, le russe Alexander Ivanko. Les deux fonctionnaires onusiens auront à informer les membres de l'instance exécutive des Nations Unies sur les développements que le dossier du Sahara a connus, sur les scènes diplomatiques et militaires, depuis l'adoption de la résolution 2703, le 29 octobre 2023. L'examen, le 16 avril prochain, de la question du Sahara verra la participation de l'Algérie, en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité. Le voisin de l'Est pourrait demander la tenue d'une autre réunion des 15 pour aborder le différend régional. Pour rappel, en octobre 2023, le Conseil de sécurité a déjà prolongé le mandat de la MINURSO au Sahara pour une année supplémentaire. Les dernières précipitations sauvent le pays de la soif absolue. Les cieux se sont enfin inclinés avec une générosité longtemps attendue sur les terres marocaines, après des années d'implacable sécheresse. Cependant, même si ces pluies bienfaitrices ont apporté un répit tant désiré, insufflant une bouffée d'oxygène dans notre lutte contre la pénurie d'eau, avec un niveau de remplissage des barrages atteignant un modeste 30,7% au 1er avril, le Maroc demeure suspendu sur le fil du rasoir, captif d'une crise hydrique persistante. D'après le récent bulletin du ministère de l'Équipement et de l'Eau, la situation des barrages au Royaume témoigne d'une embellie, avec un taux de remplissage des réservoirs d'eau du Maroc atteignant 30,7% au 1er avril, équivalent à un volume de retenue dépassant les 4,942 milliards de mètres cubes, M3. Parmi les ouvrages, 6 barrages se distinguent en ayant atteint un taux de remplissage parfait de 100%, à savoir Nakla, Chefchaouen, Acharif al-Idrissi, Oued-Zeda, Bouhouda et Sidi Idriss. Par ailleurs, 5 autres dépassent les 90%, dont Kila, 90,8%, Haït Messaoud, 95,7%, Al-Alfassi,
94,9%, Garde de Sebou, 91,9%, et Ibn Battuta, 90,5%. Les autres barrages oscillent entre 60% et 14% de remplissage, marquant ainsi une amélioration significative de la situation hydrique. Toutefois, cela semble insuffisant pour pallier la crise aiguë à laquelle le Maroc est confronté. Pour Mohamed Benatta, ingénieur agronome et fervent défenseur de l'environnement, ce taux de remplissage des barrages et les récentes précipitations ne sauraient être interprétés comme le franchissement d'un cap décisif, permettant ainsi de baisser la garde. En effet, d'autres paramètres entrent en jeu pour prévenir une crise hydrique imminente. Il souligne que, bien que le remplissage des barrages ait temporairement assuré notre approvisionnement, les nappes phréatiques revêtent une importance primordiale et jouent un rôle crucial dans notre équation hydrique. Il faut habituellement entre 1 et 2 ans de précipitation pour que se forme cet essentiel réservoir d'eau souterraine, important et stratégique pour le pays. Ainsi, le remplissage des barrages ne marque pas la fin de notre crise. Au contraire, il nous incombe d'en tirer des leçons de ce qui s'est passé, et de gérer judicieusement et rationnellement ces précieuses ressources hydriques tant espérées. La sensibilisation doit avoir lieu tout au long de l'année, étant donné que nous avons atteint une situation alarmante, explique l'ingénieur AS Préfère. Et de poursuivre, il est impératif que nos politiques publiques dans les secteurs de l'agriculture et de l'irrigation soient conçues de manière à ne pas dépasser les capacités de notre pays. Les changements climatiques ont entraîné une diminution significative des précipitations, de l'ordre de 20%. Nos politiques doivent donc s'adapter à cette nouvelle réalité. Par ailleurs, notre interlocuteur rappelle que des erreurs considérables ont été commises dans la gestion de nos précieuses ressources en eau. Les barrages ont été vidés et les nappes phréatiques ont été épuisées à un niveau alarmant. Ainsi, il serait présomptueux de prétendre que les réservoirs ont atteint leur plein potentiel. Il est désormais impératif d'adopter des mesures préventives et de surveiller scrupuleusement chaque prélèvement d'eau du sol, en enregistrant précisément chaque quantité extraite et en documentant son utilisation. Ceci afin de mieux gérer et préserver ces précieuses ressources hydriques, ajoute Benatta, affirmant que si la sécheresse persistait et que les précipitations restaient insuffisantes pendant 1 ou 2 années supplémentaires, l'approvisionnement en eau potable aurait été gravement compromis. Le ministre français du Commerce visite le Maroc pour rétablir le partenariat économique. Après près de 2 ans de crise et une quasi-rupture des échanges entre les deux pays, la France et le Maroc renouent avec les échanges et les visites officielles. À partir de ce mercredi 3 avril au soir, le ministre français du Commerce extérieur, Franck Riester, sera en visite pour 48 heures dans le Royaume. L'occasion notamment de « renouer le partenariat économique », selon les mots de la diplomatie française. La relation franco-marocaine est bel et bien repartie. Renouer, cela veut dire ici relancer. En 2 ans, le Maroc a annoncé de nouveaux projets d'investissement et de modernisation dans le pays. Des projets auxquels la France souhaite faire participer ses entreprises, notamment dans les domaines du ferroviaire, de l'aéronautique ou encore de l'automobile. Pour cette visite officielle dans le Royaume de 2 jours, le ministre français du Commerce extérieur, Franck Riester, sera ainsi accompagné du directeur général de Business France, du président de la Chambre de commerce internationale française ainsi qu'une représentante de la Banque publique d'investissement, BPI. Mais ce qui a surtout été relevé par les médias marocains, ce sont les investissements français au Sahara occidental. Cette région disputée entre le Maroc et les indépendantistes sahraouis était au cœur des tensions entre Paris et Rabat. Cette dernière souhaite une prise de position claire quant à sa souveraineté sur la région. Financement de projets. Mais la France refuse de franchir le pas de la reconnaissance de la marocanité du Sahara et préfère une approche plus économique. Ainsi, les structures françaises d'investissements extérieurs comme la BPI ou Proparco ont, depuis janvier, la possibilité de financer des projets dans cette région qui devient de plus en plus attractive après la proposition marocaine d'ouvrir un accès à l'Atlantique via le Sahara pour les pays du Sahel. L'objectif de ces investissements français est donc double. Rassurer le Maroc sur le soutien de Paris à son Sahara, sans contrevenir au droit international, et ainsi restaurer des relations avec un vieil allié à la croissance économique florissante.